Il y a quelque chose que les grandes entreprises de filtration d'eau ne veulent absolument pas que tu saches. Et ce n'est pas parce que c'est compliqué à comprendre, pas parce que ça nécessite des années d'études scientifiques, pas parce que ça demande un équipement spécialisé ou un budget important. Mais parce que le jour où tu comprends vraiment ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu ne regardes plus jamais un filtre à cartouche de la même façon. Tu ne paies plus jamais le même prix pour avoir accès à de l'eau propre. Et tu commences à réaliser que la solution la plus efficace, la plus ancienne, la plus éprouvée que l'humanité ait jamais inventée pour purifier l'eau coûte moins de 3000 francs CFA chez n'importe quelle quincaillerie du monde entier. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui existe depuis 4400 ans. Ce n'est pas une théorie alternative diffusée par des marginaux méfiants envers la médecine moderne. Ce n'est pas une astuce de survivaliste qui circule sur des forums obscurs d'Internet. C'est de l'électrochimie pure, fondamentale, répétée en laboratoire des centaines de fois, validée par des équipes universitaires indépendantes sur 4 continents différents, officiellement reconnue et enregistrée par l'Agence américaine de protection de l'environnement et utilisée par la NASA à bord de ses vaisseaux spatiaux pour maintenir des astronautes humains en vie dans le vide absolu de l'espace. Et pourtant, l'industrie mondiale du filtre à eau, qui pèse 35 milliards de dollars par an et qui devrait atteindre 63 milliards d'ici 2032, a tout fait, méthodiquement, patiemment et avec beaucoup d'argent pour que tu ne l'apprennes jamais. Il existe une méthode pour purifier de l'eau de rivière, d'eau stagnante, d'eau contaminée par des bactéries, des métaux lourds et du chlore, en utilisant simplement 2 morceaux de métal ordinaire qu'on trouve dans n'importe quelle quincaillerie du monde entier. Pas de cartouches filtrantes à remplacer tous les 2 mois, pas de piles qui s'épuisent au mauvais moment, pas d'électricité, pas de produits chimiques, pas d'abonnement mensuel, pas de technicien à appeler. 2 métaux, de l'eau et le temps. La réaction commence en quelques secondes après que les 2 métaux se touchent dans l'eau. Les bactéries meurent par destruction de leurs membranes cellulaires, les métaux lourds dangereux se fixent de façon permanente et irréversible sur les surfaces métalliques, le chlore disparaît à 99,9% dès le premier contact. Et l'eau qui ressort de ce processus est plus propre, mesurée et certifiée que ce qui coule dans la plupart des robinets des grandes villes modernes du monde. Voici l'histoire complète du filtre le plus ancien de la planète. L'histoire d'une connaissance qui a traversé 4 millénaires sans jamais faillir. L'histoire de civilisations qui avaient compris ce que nous avons collectivement oublié. Et l'histoire de comment une industrie à 35 milliards de dollars a organisé cet oubli. Installe-toi. Ce que tu vas entendre va changer définitivement ta façon de voir l'eau que tu bois. Nous sommes en l'an 2400 avant notre ère, il y a donc 4400 ans. Quelque part sur les rives fertiles du Nil, dans l'Égypte ancienne, dans une civilisation qui construit déjà des pyramides, qui pratique une médecine codifiée et documentée, et qui comprend le corps humain avec une sophistication qui surprend encore les historiens modernes. Un guérisseur prépare de l'eau pour un soldat blessé. Ce soldat a survécu à une bataille, il est affaibli, déshydraté, et sa blessure risque de s'infecter si son corps ne reçoit pas de l'eau propre dans les prochaines heures. Le guérisseur sait ce qu'une mauvaise eau peut faire. Il a vu des soldats mourir, non pas de leurs blessures au combat, mais des fièvres et des dysenteries qui suivent l'ingestion d'eau contaminée. Il sait que l'eau du Nil est la source de vie de toute l'Égypte, mais il sait aussi qu'elle porte des dangers invisibles que personne à cette époque ne peut encore nommer ni voir. Alors il ne fait pas ce que tu pourrais attendre. Il ne fait pas bouillir l'eau. Il n'y ajoute aucun herbe, aucun composé particulier. Il prend simplement une amphore, un récipient fabriqué en cuivre martelé à la main, dont les parois épaisses portent les marques des coups de marteau de l'artisan qui l'a forgé. Il verse l'eau trouble du fleuve dans ce récipient de cuivre, il le pose dans un coin de la salle de soins, et il attend. Il attend toute la nuit. Au matin, quelque chose s'est produit que le guérisseur ne peut pas expliquer avec les mots de son époque, mais qu'il a observé dizaines de fois et qu'il a appris à faire confiance absolument. L'eau a changé. Elle sent différemment. Elle a perdu cette odeur organique légèrement putride qui caractérise l'eau du fleuve. Elle a une clarté différente, une légèreté métallique que le guérisseur reconnaît.
Et il sait par expérience transmise de génération en génération que cette eau-là ne tuera pas le soldat. Elle va l'aider à guérir. Le soldat boit, sa blessure ne s'infecte pas, il survit. Et le guérisseur prend son calame et son encre et il consigne cette pratique sur du papyrus. Non pas comme un rite mystique ou une superstition populaire, mais comme une médecine établie, vérifiée par l'observation clinique, digne d'être préservée et transmise aux générations suivantes de médecins égyptiens. Le papyrus Smith, l'un des documents médicaux les plus anciens jamais découverts par les archéologues, rédigé vers 2400 avant notre ère et conservé aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art de New York, décrit précisément l'usage du cuivre pour stériliser l'eau de boisson et pour traiter les blessures de guerre. Ce n'était pas une légende folklorique, ce n'était pas une croyance populaire transmise oralement entre villages, c'était de la médecine codifiée, inscrite avec soin sur des rouleaux de papyrus, copiés et préservés de génération en génération pendant des siècles par des médecins qui observaient simplement, rigoureusement, ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. 4400 ans avant que tu regardes cette vidéo, des médecins égyptiens documentaient par écrit ce que la science moderne a mis des décennies à expliquer au niveau moléculaire. Laisse ça s'installer un instant. À travers la Méditerranée, quelques siècles plus tard, les Grecs font la même découverte de façon totalement indépendante. Ils n'ont pas lu le papyrus Smith, ils n'ont probablement aucun contact avec cette connaissance égyptienne spécifique, mais ils observent les mêmes phénomènes, tirent les mêmes conclusions et développent les mêmes pratiques. Hippocrate, le médecin dont le serment guide encore aujourd'hui chaque praticien qui s'engage dans la profession médicale sur la planète entière, documente vers 400 ans avant notre ère l'usage de composés de cuivre pour traiter les plaies ouvertes chroniques, les ulcères de jambes, les infections pulmonaires et une variété de maladies de peau qui résistaient aux autres traitements disponibles à l'époque. Son raisonnement est empirique. Il observe que le cuivre produit des effets thérapeutiques que les autres matériaux ne produisent pas. Il ne connaît pas encore les ions cuivriques, il n'a aucune notion d'électrochimie, mais il peut mesurer les résultats avec ses patients avec précision. Mais la contribution la plus déterminante des Grecs à cette histoire concerne ce qui se passe sur les navires. Les Grecs sont des peuples de marins. Leur civilisation est construite autour de l'eau. Leurs routes commerciales, leurs conquêtes, leurs échanges culturels, tout passe par l'eau. Et sur les navires, en mer, l'eau douce se trouve stockée dans des tonneaux de bois, des tonneaux de chêne ou de pin, calfatés à la poix, entassés dans les cales humides. Et dans ces tonneaux, dans l'obscurité chaude de la cale, quelque chose de terrible se passe très rapidement. En 2 jours, parfois moins, sous un soleil méditerranéen intense, l'eau commence à changer de couleur. Elle prend une odeur de putréfaction, des algues filamenteuses apparaissent sur les parois intérieures des tonneaux, des colonies bactériennes invisibles à l'œil nu prolifèrent dans une vitesse terrifiante dans l'obscurité tiède de la cale. Et les marins qui boivent cette eau meurent. Pas sur le champ, mais en quelques jours, les dysenteries fulminantes les clouent au fond de la cale, déshydratés par des diarrhées fulminantes et des vomissements qui les vident de toute leur énergie. Sur les grandes traversées, l'eau corrompue tuait plus de marins que les tempêtes, les écueils et les combats navaux réunis. C'était le tueur invisible de la navigation antique. Les Grecs essaient tout. Ils changent les bois des tonneaux, ils calfatent mieux, ils ajoutent du vin dans l'eau. Certaines choses aident un peu, rien ne résout vraiment le problème. Jusqu'au jour où quelqu'un, quelque part dans un port grec du 5e ou 6e siècle avant notre ère, commence à stocker de l'eau dans des récipients de cuivre plutôt que dans du bois. Ce qui se passe ensuite change la navigation méditerranéenne. L'eau stockée dans les récipients de cuivre reste potable pendant des semaines, parfois des mois, même sous le soleil brutal de la mer Égée. Les algues n'apparaissent pas, l'odeur ne se développe pas, la couleur reste claire, et les marins qui boivent de cette eau n'attrapent pas de dysenterie. Les Grecs ne comprennent pas les bactéries, le concept de micro-organismes pathogènes n'existera pendant 2000 ans. Ils n'ont aucune notion d'ion ou de réaction d'oxydoréduction, mais ils peuvent observer le résultat avec une précision absolue. Les hommes qui boivent dans le cuivre survivent aux longues traversées. Les hommes qui boivent dans du bois meurent en proportion beaucoup plus élevée. Dans une civilisation où la survie prime, cette observation se transforme rapidement en pratique généralisée sur toutes les flètes grecques.
Les Romains prennent ensuite le principe plus loin que n'importe quelle civilisation antérieure, avec leur génie caractéristique pour l'ingénierie à grande échelle et l'organisation systématique. Les Romains ne font pas les choses à moitié. Quand ils découvrent que le cuivre produit de l'eau plus saine, ils n'en font pas une pratique individuelle, réservée aux marins ou aux soldats. Ils l'intègrent à leur infrastructure collective à l'échelle d'un empire. Les aqueducs romains sont la plus grande réussite d'ingénierie hydraulique de l'Antiquité. Ces structures monumentales transportent l'eau depuis des sources montagneuses jusqu'aux villes sur des distances pouvant excéder 100 km, en utilisant uniquement la gravité et une ingénierie de précision remarquable. À leur apogée, les aqueducs de la ville de Rome seuls alimentaient la capitale en plus d'1 million de mètres cubes d'eau par jour, soit plus que ce que la ville de Rome consomme encore aujourd'hui. Et dans ces aqueducs, dans les tuyaux de distribution, dans les canalisations des bains publics, des fontaines et des maisons privées, les ingénieurs romains installaient systématiquement des sections en cuivre au point stratégique du réseau. Le physicien Pline l'Ancien, écrivant au 1er siècle de notre ère, documente avec détail les propriétés thérapeutiques des composés de cuivre pour traiter les infections des oreilles, les ulcères buccaux douloureux, les parasites intestinaux et une variété de maladies de peau qui frappaient la population romaine. Les légions romaines portaient des récipients en cuivre sur leurs campagnes militaires qui s'étendaient de la Bretagne insulaire au Moyen-Orient, de l'Allemagne au nord de l'Afrique. Et partout où ces légions allaient, elles maintenaient leurs soldats en meilleure santé que leurs ennemis, en partie grâce à l'eau qu'elles stockaient et transportaient dans le bon métal. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, séparé de la Méditerranée par un océan entier et des millénaires d'histoires parallèles, la civilisation aztèque arrive exactement aux mêmes conclusions. Les Aztèques n'ont jamais lu Hippocrate, ils ne connaissent pas les aqueducs romains, ils n'ont eu aucun contact avec les pratiques médicales égyptiennes. Et pourtant, ils utilisent des mélanges de cuivre pour les gargarismes contre les maux de gorge. Ils infusent l'eau de leur cérémonie avec du cuivre pour prévenir les infections. Ils considèrent ce métal comme une substance sacrée, intimement liée à la guérison physique et à la protection divine. Deux grandes civilisations, un océan entier entre elles, des millénaires d'histoires parallèles sans aucun contact documenté. La même découverte, les mêmes applications, les mêmes conclusions. Ce n'est pas une coïncidence culturelle, ce n'est pas le produit d'une migration de connaissances qu'aucune preuve archéologique ne confirme. C'est de la chimie fondamentale qui s'impose à n'importe quelle intelligence humaine suffisamment attentive pour observer la nature avec précision. Quand tu places du cuivre dans de l'eau contaminée et que tu reviens le lendemain matin, tu vois quelque chose changer. Et si tu es suffisamment curieux pour répéter l'expérience et noter tes observations, tu arrives inévitablement aux mêmes conclusions que les Égyptiens, les Grecs, les Romains et les Aztèques. La vérité n'appartient pas à une culture, elle appartient à la physique. En Inde, une tradition sacrée qui s'étend sur plus de 3000 ans et qui n'a jamais été interrompue jusqu'à aujourd'hui, consiste à conserver l'eau sainte du Gange dans des récipients en cuivre appelés tamrajal. Cette pratique n'est pas seulement une tradition rituelle, c'est une tradition qui a survécu précisément parce qu'elle produit des résultats observables et reproductibles que les pratiquants peuvent vérifier génération après génération. En 2012, des chercheurs de l'université de Southampton au Royaume-Uni ont décidé de soumettre cette tradition millénaire à un test scientifique rigoureux en conditions de laboratoire contrôlées. Ils ont pris de l'eau contaminée artificiellement avec des concentrations mesurées de bactéries pathogènes. Ils l'ont divisée en deux groupes identiques. Le groupe de contrôle a été stocké dans des récipients en acier inoxydable et stérile. Le groupe expérimental a été stocké dans des récipients en cuivre pur. Après 16 heures seulement, les résultats ont été soumis à une analyse microbiologique complète. L'eau du groupe de contrôle en acier inoxydable présentait une population bactérienne essentiellement inachangée. Toutes les bactéries introduites étaient encore présentes et actives. L'eau du groupe expérimental en cuivre présentait une réduction de 97,7% de l'ensemble des bactéries pathogènes testées. Cela incluait l'Escherichia coli, responsable de graves intoxications alimentaires et d'infections urinaires. Cela incluait la Salmonella typhimurium, responsable de la fièvre typhoïde. Et cela incluait le Vibrio cholerae, l'agent pathogène du choléra, une maladie qui a tué des millions de personnes au cours du XXe siècle et qui reste mortelle dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Une réduction de 97,7%, sans filtre fabriqué en usine, sans additifs chimiques, sans stérilisation ultraviolette, sans électricité, sans aucun équipement coûtant plus que le prix d'un simple récipient en cuivre. Juste du cuivre. Et 16 heures de patience. Ces résultats ont été publiés dans le Journal of Health, Population and Nutrition, une revue scientifique à comité de lecture indépendant. Ils ont été reproduits par d'autres équipes dans d'autres laboratoires sur d'autres continents. La robustesse scientifique de ces données n'est pas contestée par quiconque a pris le temps de les examiner sérieusement.
Les Chinois utilisaient des pièces de monnaie en cuivre comme médicaments pour les affections de la vessie et les douleurs chroniques dès 1600 ans avant notre ère, soit il y a presque 4000 ans. Les marins phéniciens plaçaient des bandes de cuivre battues sur la coque de leurs navires de guerre pour empêcher la prolifération biologique qui ralentissait leur flotte et leur coûtait la supériorité navale. En Europe au Moyen-Âge, les familles assez aisées pour posséder des ustensiles de cuivre et des récipients en cuivre souffraient de maladies hydriques dans des proportions dramatiquement inférieures aux familles pauvres qui buvaient dans de l'argile et du bois. Chaque grande civilisation de chaque continent habité a indépendamment découvert que le cuivre purifie l'eau, et pendant plus de 4000 ans, cette connaissance était commune, librement partagée et ouvertement pratiquée par des milliards d'êtres humains. Maintenant, arrêtons-nous sur ce qui se passe au niveau moléculaire, parce que comprendre la science derrière ce phénomène, c'est comprendre pourquoi aucune entreprise ne peut le breveter, le contrôler ou vous en empêcher. Quand le cuivre entre en contact avec l'eau, il libère des particules chargées positivement appelées ions cuivriques, qui portent une charge électrique de +2. Ces ions ne dévivent pas passivement dans l'eau en attendant qu'il se passe quelque chose. Ils cherchent activement et agressivement les formes de vie microbiennes. Voici ce qui se passe précisément quand un ion cuivrique rencontre une bactérie. L'ion pénètre d'abord la membrane protectrice de la cellule bactérienne. Cette membrane est comme la peau de la bactérie. Si elle est compromise, la bactérie meurt. Une fois à l'intérieur, l'ion cuivrique perturbe catastrophiquement les processus enzymatiques internes dont la bactérie a besoin pour fonctionner. Ces enzymes sont comme les organes vitaux de la bactérie. Sans elles, elle ne peut ni se nourrir, ni respirer dans le sens métabolique du terme. L'ion interfère ensuite avec la capacité de reproduction de la bactérie, l'empêchant de se multiplier. Et finalement, il provoque une destruction cellulaire complète et irréversible. La bactérie ne développe pas de résistance à ce processus. Elle ne peut pas muter pour contourner les lois de la chimie. La mécanique de destruction est trop fondamentale pour être évitée par une adaptation biologique. C'est une des raisons pour lesquelles le cuivre reste efficace contre des souches bactériennes résistantes aux antibiotiques modernes. Maintenant, voici où la science devient véritablement extraordinaire, et où l'histoire du filtre terrestre attend son surpitre le plus puissant. Quand tu combines du cuivre et du zinc en présence d'eau, tu ne crées pas simplement deux surfaces antimicrobiennes côte à côte. Tu crées quelque chose de fondamentalement différent. Tu crées ce que les électrochimistes appellent une cellule galvanique, nommée en hommage au scientifique italien Luigi Galvani qui en posa les bases théoriques au XVIIIe siècle. Pour comprendre pourquoi c'est si important, tu dois comprendre ce que signifie la série d'activités électrochimiques. Dans la nature, tous les métaux ne sont pas égaux face à l'eau. Certains métaux sont plus réactifs que d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont une tendance naturelle plus forte à céder leurs électrons à leur environnement. Le zinc est beaucoup plus réactif que le cuivre dans cette hiérarchie chimique naturelle. Il brûle, pour ainsi dire, de donner ses électrons. Quand les deux métaux se touchent physiquement tout en étant plongés dans l'eau, quelque chose de remarquable se produit spontanément. Les atomes de zinc, sous l'impulsion de leur réactivité naturelle supérieure, commencent à céder continuellement leurs électrons au cuivre voisin. Ces électrons migrent en flux constant et ininterrompu de la surface du zinc vers la surface du cuivre. Ce mouvement d'électrons est par définition un courant électrique, minuscule, imperceptible pour tes doigts, mais réel, mesurable, et persistant aussi longtemps que les deux métaux restent en contact dans l'eau. Dans ce système, le zinc joue le rôle de l'anode. Il se sacrifie en cédant ses atomes pour alimenter la réaction. Le cuivre joue le rôle de la cathode. Il récepte ses électrons et canalise leur énergie. Et l'eau contaminée sert d'électrolyte, c'est-à-dire du milieu conducteur qui complète le circuit électrochimique et permet au courant de circuler entre les deux pôles. C'est exactement la même électrochimie fondamentale qui alimente chaque batterie existant sur la planète Terre, depuis la minuscule pile bouton dans ta montre, jusqu'à l'immense batterie sous le capot d'une voiture électrique. La physique est identique, sauf qu'au lieu de générer un courant électrique pour faire fonctionner un appareil externe, cette réaction naturelle entre cuivre et zinc génère une cascade continue et ininterrompue d'ions chargés qui parcourent l'eau en localisant et détruisant méthodiquement chaque contaminant qu'ils rencontrent. L'effet synergique entre les deux métaux est multiplicatif, pas seulement additif. Ce n'est pas simplement la somme de ce que ferait le cuivre seul plus que ferait le cuivre seul. La réaction galvanique entre eux crée une puissance de purification qui dépasse largement ce que chaque métal produirait séparément. C'est l'un des phénomènes les plus élégants de la chimie naturelle. Deux matériaux ordinaires qui, ensemble, créent quelque chose d'extraordinaire. Les données de performance concrètes, mesurées en laboratoire et publiées dans des revues scientifiques vérifiables, sont absolument vertigineuses quand on les compare aux alternatives commerciales vendues en grande surface. Un médium filtrant en alliage PV-zinc, connu dans l'industrie professionnelle du traitement de l'eau sous l'acronyme KDF qui signifie Kinetic Degradation Fluction en anglais, élimine 99,9% du chlore livre présent dans l'eau au premier contact. Ce n'est pas une performance sur la durée, c'est immédiat. Dès que l'eau touche le médium KDF, le chlore disparaît à 99,9%. Le même médium capture ensuite et immobilise de façon permanente et irréversible par fixation sur les surfaces métalliques le plomb, le mercure, le chrome hexavalent, l'arsenic, le cadmium, le fer, le nickel, l'aluminium, le sulfure d'hydrogène et bien d'autres métaux lourds dangereux présents dans les eaux contaminées industrielles et agricoles. Et ce médium accomplit quelque chose qu'aucun filtre à cartouche en plastique vendu dans aucun magasin au monde ne peut faire. Il tue activement les bactéries, les algues et les champignons par contact direct, grâce à l'oxyde de zinc produit naturellement et continuellement comme sous-produit de la réaction galvanique permanente entre les deux métaux. Un filtre à charbon actif standard, le type que tu trouves dans chaque carafe Brita vendue en grande surface, dans chaque filtre de camping portatif à pompe, dans chaque système de filtration de réfrigérateur, doit être entièrement remplacé tous les 2 à 6 mois selon l'intensité de l'usage. Passé ce délai, le filtre saturé non seulement cesse d'être efficace, mais peut commencer à relarguer les contaminants qu'il a accumulés directement dans l'eau que tu bois. Un filtre épuisé peut être pire que pas de filtre du tout. Un élément filtrant en cuivre-zinc utilisant les mêmes deux métaux que les Égyptiens utilisaient il y a 4000 ans pour garder leurs soldats en vie, dure jusqu'à 6 ans complets avec un entretien basique consistant simplement à le rincer périodiquement. Frère, fais ce calcul une seule fois et laisse les chiffres s'imprimer dans ta mémoire. Une cartouche de remplacement pour une carafe filtrante standard coûte entre 5 000 et 30 000 francs CFA selon le modèle et le distributeur.
Si tu la remplaces tous les 2 mois comme recommandé par le fabricant, tu effectues 6 remplacements par an. Sur 6 années, ça représente 36 cartouches achetées pour une dépense totale dépassant 150 000 à 500 000 francs CFA selon le produit choisi. Une poignée de granules de cuivre zinc, les mêmes métaux que les Égyptiens de l'Antiquité, coûte moins de 5 000 francs et délivre des performances mesurées en laboratoire comme supérieures sur une période 6 fois plus longue, sans aucun remplacement nécessaire. 5 000 francs contre 500 000, pour des performances objectivement meilleures, soutenues par des publications scientifiques dans des revues à comité de lecture internationale et par 4 millénaires d'utilisation humaine continue sur tous les continents habités. À toi de voir maintenant. L'industrie du filtre à eau espère sincèrement que tu ne feras jamais ce calcul. En 2008, l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, a pris une décision historique sans précédent dans les 140 ans d'existence de cette institution. Elle a officiellement enregistré 275 alliages de cuivre distincts comme agents antimicrobiens scientifiquement prouvés, capables de tuer des bactéries potentiellement mortelles au contact direct sur des surfaces solides. C'était la toute première fois dans toute l'histoire de cette agence fédérale qu'un matériau de surface solide recevait officiellement cette désignation antimicrobienne enregistrée. Pas un spray désinfectant, pas un produit chimique liquide, un métal solide. Le même métal que les guérisseurs égyptiens utilisaient 4400 ans auparavant. Mais l'histoire de la validation scientifique moderne remonte en réalité à 1968, dans le contexte le plus extrême et le plus exigeant que l'ingénierie humaine ait jamais affronté. En 1968, la NASA prépare les missions Apollo. Ces missions vont envoyer des êtres humains dans le vide de l'espace, à plus de 380 000 km de la Terre, dans un environnement où chaque défaillance peut être mortelle et où il n'existe aucune possibilité de recours ou de secours extérieur. Chaque gramme de poids emporté à bord a un coût de lancement astronomique. Chaque système doit être parfaitement fiable, parfaitement léger et parfaitement autonome. Pour la purification de l'eau, les ingénieurs de la NASA ont le choix entre plusieurs technologies. Ils évaluent les filtres mécaniques, les systèmes chimiques, les traitements ultraviolets. Après une analyse rigoureuse, ils choisissent un système basé sur la libération d'ions métalliques dans l'eau, utilisant le même principe fondamental que les Égyptiens, les Grecs et les Romains avaient découvert empiriquement des millénaires auparavant. Le dispositif qu'ils développent pèse moins de 300 grammes. Il est de la taille d'un paquet de cigarettes. Il ne nécessite pas de surveillance active de la part des astronautes, et dans les tests de validation effectués dans les conditions les plus rigoureuses que les ingénieurs de la NASA aient imaginées, il maintient l'eau potable à 100% de réduction de la contamination bactérienne. Ce système a maintenu des astronautes en vie dans le vide de l'espace pendant les missions les plus audacieuses que l'humanité ait jamais entreprises. Et le principe de base derrière lui est exactement le même que celui que des milliards d'êtres humains utilisaient pour s'hydrater proprement depuis 4 millénaires. Maintenant, si tout ce que je viens de te dire est vrai, et tout ce que je t'ai dit est vérifiable, documenté, publié et reproductible, alors une question s'impose avec une force irrésistible. Pourquoi est-ce que personne ne t'en a parlé avant ? Pourquoi est-ce que chaque magasin de plein air te vend de filtres à pompe à cartouches en plastique à 40 000 francs qui expirent en 3 mois ? Pourquoi est-ce que les rayons de filtration d'eau sont remplis de produits jetables, de tablettes diodes, de stylos à ultraviolets qui nécessitent des piles, de systèmes d'osmose inverse qui coûtent plusieurs centaines de milliers de francs et gaspillent 3 à 4 litres d'eau pour chaque litre purifié? Et pourquoi est-ce que tu ne trouves dans aucun de ces rayons un simple assemblage de 2 métaux qui coûte moins de 5 000 francs, fonctionne sans énergie et dure 6 ans? La réponse n'est pas compliquée à comprendre. Elle est simplement profondément inconfortable à accepter. Le marché mondial de la purification d'eau est évalué à 35 milliards de dollars américains aujourd'hui. Il croît chaque année. Les analystes financiers le projettent à 63 milliards de dollars d'ici 2032. Les grandes entreprises qui dominent ce marché, des noms que tu reconnais dans les rayons de ta grande surface, reposent toutes sans exception sur un seul et même modèle économique, des achats répétés et récurrents de clients captifs qui n'ont pas d'autre option. Le mécanisme est simple et brutal. L'entreprise te vend d'abord le contenant, la carafe, la gourde, le système de filtration. Le prix d'entrée est raisonnable, parfois même subventionné pour rendre l'achat initial facile. Puis l'entreprise te vend les cartouches de remplacement, à intervalles réguliers, obligatoires, non négociables. Si tu n'achètes pas la cartouche, le système cesse de fonctionner. Tu es captif. Tu es un abonné qui paie chaque mois sans jamais avoir signé d'abonnement. Ce modèle économique vaut des dizaines de milliards de dollars.
Il est la fondation financière sur laquelle reposent des dizaines d'entreprises cotées en bourse, des milliers d'emplois dans la distribution et le marketing, et des rendements trimestriels promis à des actionnaires qui exigent d'une croissance prévisible. Maintenant, imagine présenter à ces actionnaires une technologie concurrente. Une technologie qui utilise deux métaux que n'importe qui peut acheter pour 5000 francs dans n'importe quelle quincaillerie. Une technologie qui fonctionne sans électricité, sans cartouche, sans pièces de remplacement, sans composants propriétaires, sans abonnement d'aucune sorte. Une technologie dont les performances sont mesurées en laboratoire comme supérieures à celles des alternatives commerciales. Et une technologie qui dure 6 ans sans remplacement. On ne peut pas breveter le cuivre. Il est dans la croûte terrestre depuis 4,5 milliards d'années et appartient à tout le monde. On ne peut pas breveter le zinc. Il est le 24e élément le plus abondant sur Terre et ne peut appartenir à personne. On ne peut pas créer une formule propriétaire exclusive quand la recette est simplement 2 métaux et de l'eau. On ne peut pas construire une industrie à 35 milliards de dollars sur quelque chose qui coûte 5000 francs et dure 6 ans. C'est mathématiquement incompatible avec le modèle des achats récurrents. Alors que fait l'industrie face à cette réalité ? Elle n'interdit pas la technologie. Ce serait trop visible, trop scandaleux, trop facilement retournable contre elle. En lieu et place, elle fait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et de beaucoup plus difficile à identifier et à combattre. Elle la marginalise dans l'obscurité de façon progressive et systématique. La filtration cuivre-zinc est classifiée officiellement comme pesticide par certains organismes de régulation américains parce qu'elle tue les bactéries. Ce mot, pesticide, évoque immédiatement dans l'esprit du consommateur des images de produits chimiques toxiques et dangereux. Personne ne veut boire de l'eau qui a été traitée avec un pesticide. Et pourtant, ce mot décrit simplement le même mécanisme antimicrobien qui protège l'humanité depuis 4 millénaires. Il ne s'agit pas d'une information scientifique, c'est une stratégie de communication. Des associations industrielles liées au secteur de l'eau potable découragent activement l'usage de la filtration cuivre-zinc dans les systèmes municipaux chlorés. Non pas parce qu'elle est dangereuse, non pas parce qu'elle est inefficace, mais parce qu'elle élimine le chlore avec une efficacité telle que l'eau en sortie est trop propre pour les cadres réglementaires conçus pour des technologies moins efficaces. Lis bien cette phrase une deuxième fois. Elle est découragée parce que l'eau filtrée est trop propre. Pendant ce temps, les systèmes à osmose inverse, qui gaspillent 3 à 4 litres d'eau pour chaque litre purifié, qui dépouillent l'eau de ses minéraux bénéfiques et essentiels à la santé, qui nécessitent l'installation par un technicien, des remplacements de membranes coûteux de 2 à 3 ans, et qui ne fonctionnent qu'à pression d'eau ruisselante, sont présentés dans chaque publicité comme le summum absolu de la technologie de purification moderne, la référence, l'or standard. Parce qu'ils génèrent des revenus récurrents prévisibles sur lesquels des modèles financiers peuvent être bâtis et des projections de croissance peuvent être promises aux actionnaires. Maintenant, voici exactement, précisément, étape par étape, ce que tu peux faire avec cette information. Dès aujourd'hui, dès demain matin, sans attendre. La première méthode est la plus simple, la plus légère et la meilleure pour le camping, les voyages, les urgences ou simplement pour tester la technique avant d'aller plus loin. Va dans n'importe quelle quincaillerie. Demande du fil de cuivre nu, non isolé, sans revêtement plastique. Le calibre standard est acceptable, entre 1 mm et 2 mm de diamètre. Demande aussi une bande ou une bandelette de zinc métal brut. Les deux articles ensemble ne devraient pas te coûter plus de 2000 à 3000 francs CFA selon l'endroit où tu achètes. Rentre chez toi, mesure 30 cm de chaque métal. Avec tes doigts ou une petite pince, entortille les deux métaux ensemble en hélice serrée de façon à ce qu'ils maintiennent un contact physique ferme, continu, sur toute leur longueur. Ne laisse pas de gap. Le contact physique entre les deux métaux est absolument critique pour déclencher et maintenir la réaction galvanique. Un contact intermittent ou insuffisant réduira drastiquement l'efficacité du processus. Maintenant, tu as ton filtre terrestre. Ta paire cuivre-zinc. 2 métaux torsinés, c'est tout. Pour utiliser ce filtre sur de l'eau de source, de rivière, de lac ou de toute eau de surface dont tu n'es pas certain de sa qualité microbiologique, commence par une préfiltration mécanique simple. Prends un tissu clin, un bandana, un filtre à café, n'importe quel textile à texture serrée. Passe l'eau à travers ce tissu pour éliminer les particules visibles, les sédiments, les feuilles, les insectes et tout ce qui se voit à l'œil nu. Cette étape ne traite pas la biologie. Elle enlève simplement ce qui pourrait réduire l'efficacité de l'étape suivante en saturant prématurément les surfaces métalliques. Ensuite, place ta paire cuivre-zinc dans un récipient non réactif contenant ton eau préfiltrée. Un récipient en inox, en verre antibourré ou en plastique alimentaire neutre convient. Ferme ou couvre le récipient. Et attends. 4 heures minimum. Le processus a besoin de temps pour déployer son efficacité complète. Si les circonstances le permettent, attends 8 heures.
Si tu n'as pas de presse, 16 heures est la durée idéale correspondant aux données d'études de laboratoire montrant une réduction de 97,7% des bactéries pathogènes. La réaction galvanique travaille silencieusement, sans bruit, sans chaleur, sans consommation d'énergie extérieure. Les ions migrent dans l'eau. Les bactéries sont détruites. Les métaux lourds se lient irréversiblement aux surfaces métalliques. Le chlore est réduit. Après la période d'attente, pour maximiser la qualité finale de l'eau, verse le contenu traité à travers un filtre complémentaire au charbon de bois. Dans une situation de camping, tu peux utiliser simplement une chaussette propre remplie de charbon de bois ordinaire concassé provenant de ton feu de camp. Ce charbon n'est pas le charbon actif industriel, mais il est suffisamment efficace pour capturer une partie des résidus chimiques organiques qui ne sont pas affectés par la réaction galvanique. Ce système en 2 étapes, cuivre-zinc pour la biologie et les métaux lourds, charbon pour la chimie organique résiduelle, crée une solution de purification qui couvre plus de 90% des risques de contamination que tu rencontres en milieu naturel. Un randonneur américain du Colorado a testé cette méthode de façon rigoureuse. Il a collecté de l'eau d'une source de montagne contaminée. Il a traité un échantillon avec sa paire cuivre-zinc et sans filtre à charbon. Il a traité un deuxième échantillon avec un filtre commercial à pompe coûtant $45. Il a envoyé les 2 échantillons traités à un laboratoire d'analyse microbiologique indépendant accrédité. Les résultats, la méthode cuivre-zinc-charbon a éliminé 98% de la contamination bactérienne. Le filtre commercial à $45 a éliminé 99,5%. Une différence de 1,5% entre les 2 méthodes. Pour une différence de prix de plus de 900% en faveur de la méthode cuivre-zinc. Si tu veux aller plus loin et construire une installation de filtration permanente pour ton foyer ou ton campement, voici exactement comment faire pour moins de 10 000 francs. Achète des granules KDF 55 sur Internet. Ces granules sont simplement du cuivre-zinc en forme granulaire, spécifiquement optimisé pour le traitement de l'eau par leur surface d'exposition maximale. Ce produit existe et se vend légalement partout dans le monde. Prends un tuyau PVC standard de 30 cm de longueur et 5 cm de diamètre. Coupe 2 disques de tissu fin légèrement plus grands de le diamètre du tuyau. Colle ou serre un premier disque de tissu sur l'extrémité inférieure du tuyau avec un collier de serrage simple. Remplis le tuyau avec les granules KDF jusqu'à 2 tiers de hauteur. Ajoute du charbon actif en granules par-dessus pour remplir le tiers restant. Ferme l'extrémité supérieure avec le second disque de tissu de la même façon. Suspends cette colonne de filtration verticalement au-dessus d'un récipient de collecte. Verse de l'eau à traiter dans l'ouverture supérieure. La gravité fait tout le reste. L'eau passe à travers les granules KDF, déclenchant la réaction galvanique sur des milliers de petites surfaces en contact simultané. Puis elle passe à travers le charbon actif qui capture les résidus organiques. Et elle tombe propre, purifiée, dans le récipient en dessous. Ce filtre gravitaire traite des milliers de litres d'eau sur plusieurs années sans aucun remplacement de composants. Un filtre gravitaire commercial comparable coûte entre 50 000 et 150 000 francs, et nécessite des cartouches de remplacement tous les 6 à 12 mois. Tu viens de construire quelque chose de fonctionnellement équivalent pour une fraction du prix. Avec des matériaux disponibles localement. Et ce que tu as construire durera plus longtemps. Maintenant je dois être honnête avec toi sur les limites de cette méthode. Parce que l'honnêteté vaut plus que l'enthousiasme. La filtration cuivre-zinc ne supprime pas efficacement les pesticides organochlorés et certains herbicides persistants. Si ton eau provient d'une zone d'agriculture intensive avec un usage intensif de pesticides, tu dois ajouter une couche de charbon actif de qualité plus élevée ou envisager un traitement complémentaire. La filtration cuivre-zinc seule n'est pas suffisante contre les kystes parasitaires comme le Giardia et le Cryptosporidium, 2 parasites microscopiques qui résistent même à des concentrations élevées de chlore. Pour ces parasites spécifiques, la solution la plus simple et la plus fiable reste de faire bouillir l'eau pendant 1 minute après le traitement cuivre-zinc. L'ébullition à 100 degrés détruit tous les parasites connus sans exception. Mais voici ce que la filtration cuivre-zinc fait mieux que presque n'importe quoi sur le marché. Elle élimine le chlore et les chloramines à 99,9% d'efficacité immédiate. Elle capture les métaux lourds de façon permanente. Elle tue les bactéries, les algues et les champignons par contact direct. Elle fonctionne dans l'eau chaude ou beaucoup de filtres à membrane des feuilles. Elle dure des années sans remplacement. Et elle coûte une fraction de n'importe quelle alternative commerciale. Pour la grande majorité des situations de terrain, de camping, de voyage dans des pays où la qualité de l'eau est incertaine, de préparation aux urgences, ou simplement d'amélioration de la qualité de l'eau du robinet, la combinaison cuivre-zinc plus charbon couvre l'essentiel de tes besoins de purification avec des performances mesurées comme comparables ou supérieures aux alternatives commerciales coûteuses. Pense maintenant à l'arc complet de cette histoire. Il y a 4400 ans, un guérisseur égyptien anonyme verse de l'eau trouble du Nil dans un récipient en cuivre martelé et attend la nuit. Il ne sait pas ce qu'est une bactérie. Il ne connaît pas les ions. Il ne comprend pas l'électrochimie. Mais il sait que l'eau du matin sera propre. Et le soldat boit. Et survit. Des marins grecs traversent la Méditerranée pendant des semaines avec leur récipient en cuivre, pendant que leurs compagnons meurent de dysenterie en buvant dans des tonneaux en bois. Ils ne comprennent pas pourquoi ils survivent. Mais ils savent que le cuivre les protège. Des ingénieurs romains construisent les tuyaux en cuivre de leurs aqueducs, sans avoir jamais entendu parler de réaction galvanique. Mais ils ont observé que l'eau qui passe dans le cuivre arrive plus saine que l'eau qui passe dans d'autres matériaux. Des guérisseurs aztèques, séparés de Rome par un océan étier, arrivent aux mêmes conclusions en observant les mêmes phénomènes. Des croyants hindous maintiennent sans interruption pendant 3000 ans la pratique de stocker l'eau dans des récipients en cuivre, parce que génération après génération, ils observent que l'eau stockée dans le cuivre garde ses qualités sanitaires. En 1984, un homme avec un stylo en laton plonge par curiosité ce stylo dans un verre de chlore chloré et regarde le chlore disparaître devant ses yeux. En 1968, la NASA confie à 2 métaux anciens la responsabilité de maintenir des êtres humains dans le vide absolu de l'espace, lors des missions les plus ambitieuses de l'histoire humaine. En 2008, l'Agence américaine de protection de l'environnement enregistre officiellement le cuivre, comme le premier matériau de surface antimicrobien de toute son histoire institutionnelle. La science est établie sans ambiguïté. L'histoire est documentée sans lacune.
Les preuves s'accumulent sur 4 millénaires et tous les continents habités. Et pourtant, une industrie à 35 milliards de dollars préfère te vendre une cartouche en plastique à remplacer tous les 2 mois, plutôt que te parler de 2 métaux à 5000 francs qui durent 6 ans. Cette connaissance n'a pas disparu. Elle n'a pas été effacée par le temps. Elle a été enterrée sous des décennies de publicité, de normes industrielles écrites par ceux qui profitent de ta dépendance, de classifications réglementaires conçues pour décourager sans interdire, et d'un silence commercial organisé autour de tout ce qui ne peut pas générer de revenus récurrents. Mais elle était là. Elle attendait dans des rouleaux de papyrus égyptiens vieux de 4000 ans. Dans les archives poussiéreuses de la NASA. Dans des articles de chimie publiés dans des revues scientifiques que personne ne lit en dehors des universités. Dans les mains des femmes hindoues qui remplissent leur récipient en cuivre au bord du Gange chaque matin depuis 100 générations. Elle attendait quelqu'un qui ouvre le coffre. Les Égyptiens savaient. Les Grecs savaient. Les Romains savaient. Les Aztèques savaient. Les traditions hindoues le pratiquent encore aujourd'hui. La NASA l'a prouvé dans l'environnement le plus extrême que l'humanité ait jamais traversé. L'EPA américaine l'a certifié officiellement. La science universitaire l'a publié et Reproductible l'a confirmé. Et maintenant, toi aussi tu sais. Ne garde pas cette information pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui paye chaque mois pour des cartouches filtrantes qu'il n'a pas les moyens de remplacer aussi souvent que le fabricant le recommande. Avec quelqu'un qui vit dans une région où l'accès à l'eau potable est difficile et coûteux. Avec quelqu'un qui campe, qui voyage, qui se prépare aux situations d'urgence. Avec quelqu'un qui mérite simplement de savoir ce que l'industrie a passé des décennies à lui cacher. Chaque partage est un acte de résistance contre l'amnésie organisée. Chaque filtre cuivre zinc construit de tes propres mains est une déclaration silencieuse que la connaissance appartient à tous les êtres humains, pas au marché financier. Ils ont enterré cette vérité sous des milliards de dollars de marketing, de normes industrielles et d'un silence commercial soigneusement tenu. Mais aujourd'hui, ici, dans cette vidéo, elle est remontée à la surface. Et toi, tu la connais. Le prochain coffre s'ouvre bientôt. Et ce qu'il contient est encore plus lourd que tout ce que nous avons ouvert aujourd'hui.